Bonsoir. Et bien voilà, l'émission Décryptage fait son comeback ce soir. Non, et sur le retour tout simplement. Le retour avec une drôle de question. Faut-il en finir avec le franc CFA? Alors là, vous devez vous dire, mais d'où vient cette question? Mais je sais que beaucoup savent très bien de quoi on veut parler quand on parle du franc CFA. Donc c'est une monnaie commune à certains pays d'Afrique qui ont un passé en commun et qui aujourd'hui se posent des questions sur la pertinence d'un tel dispositif. Et pour aborder ce dispositif, on a demandé à des spécialistes de venir parler de cette question, et puis on va aussi vous mettre à contribution, comme d'habitude, vous le savez bien, à l'aide de questions que vous allez poser en cours de route et que Maxime, qui est derrière la vitre, va venir nous poser pour que mes invités puissent y répondre. Alors, cette histoire de franc CFA, elle est posée d'abord parce que la question de la monnaie, finalement, c'est une question éminemment politique. Vous avez dû vous en rendre compte, ne serait-ce que parce que nous sommes aussi, et d'abord, en tout cas dans ces frontières-là, européens. Et que la question de la monnaie, elle a déjà posé question et elle continue de poser question. On va voir que dans d'autres lieux du monde où, justement, la question de la monnaie s'est posée comme une espèce de ciment, faisait l'objet de contradictions, de réflexions, de tensions aussi, et qui aujourd'hui repose la question du vivre ensemble, du sens des alliances entre différents États, en l'occurrence ici des États d'Afrique, mais on pourrait finalement se poser exactement la même question sur le sens de l'alliance entre différents États d'Europe. Mais d'abord, posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on pose, nous, cette question aujourd'hui? Il se trouve, ça c'est Théophile Malo qui me l'a soufflé, c'est que et puis Kako Nubukpo qu'on va présenter bientôt, c'est parce qu'il y a un sommet qui va se tenir bientôt, qui s'appelle le sommet des ministres de la zone franc, la franc CFA, qui va avoir lieu du 6 au 9 octobre prochain. Donc le premier, comme de bien entendu, c'est-à-dire que c'est une tradition de longue date, tous les premiers week-ends d'octobre se réunissent les chefs d'État africains, enfin pas les chefs d'État, les ministres des économies, des finances, grosso modo les ministres qui comptent, se réunissent en France ou pas, dans des pays comme ça choisis. En tout cas, la prochaine fois, c'est en France, et c'est pour ça qu'on veut se poser, à nous, cette question d'un point de vue insoumis. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications d'une telle réunion, sachant qu'elle va avoir lieu, on va voir un peu comment ça se passe, mais quelques semaines ou quelques jours avant le sommet de la francophonie, lui aussi. Bon, tout ceci est évidemment bien huilé. Je dois d'abord, donc, pour que nous parlions de tout ça, vous présenter le plateau ici, qui est hélas amputé d'une personne précieuse et chère, c'est Mathilde Panot, la députée de la France Insoumise, qui malheureusement est malade ce soir et n'a pas pu nous rejoindre. Et donc on l'a appris il y a peu, on n'a pas pu vous prévenir. Mais néanmoins, on est quand même en bonne compagnie, puisque se trouve ici un invité de marque. C'est Kako Nubukpo, qui est ex-ministre de la prospective et je crois de l'évaluation des politiques publiques, c'est ça, du Togo, voilà. Et qui nous a fait, et qui est économiste bien sûr, mais qui, à ce titre-là, nous a fait le plaisir de venir pour parler de cette question, parce qu'on avait eu l'occasion, peut-être que vous l'avez vu quand vous étiez aux amphis cette année, Kako est venu parler de ces questions, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il est absolument intarissable sur tout un tas de sujets passionnants. Et il nous refait le plaisir de venir, parce que là on va creuser donc cette question du franc CFA, et ce sur une idée originale de Théophile Malo, qui est co-rédacteur du livret pour une France indépendante au service de la paix, voilà. Et qui est venu parce qu'il a aussi toutes sortes de choses très complémentaires à dire sur le plan, y compris géopolitique, parce qu'en effet, la question de la monnaie, ça n'est pas du tout qu'une question économique, c'est surtout une question politique, et une question géopolitique en l'occurrence. Donc on va voir tout ça ensemble, on va débroussailler toutes ces questions. Écoutez, moi j'ai envie de poser la chose de manière très abrupte, d'abord à Kako. Bon, faut-il en finir avec le franc CFA? Et d'abord, CFA, ça veut dire quoi? Oui, CFA, au départ, c'était les colonies françaises d'Afrique.
Et après les indépendances, c'est devenu la communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique centrale, la coopération financière africaine. Donc l'acronyme n'a pas changé, mais la signification a changé. A-t-elle vraiment changé? Justement, c'est tout l'intérêt de notre discussion. Ouais. On se demande si finalement ce n'est pas, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais c'est intéressant de voir cette stabilité de l'acronyme, alors même qu'on est censé être passé de la période coloniale à la période des indépendances. Alors peut-être qu'on a le besoin de comprendre déjà pourquoi y a-t-il eu, à un moment donné, un choix des colons et des États occupés, on va dire, enfin je ne sais pas très bien comment appeler ça, mais pourquoi y a-t-il le choix fait d'avoir une monnaie unique pour cet espace-là? Est-ce qu'il y avait une fonction coloniale du franc CFA au départ? Oui, c'est-à-dire que le CFA finalement épouse des contours de la violence esclavagiste, coloniale et post-coloniale. Parce qu'il y a deux éléments qui convergent. La monnaie elle-même, le CFA, qui vient de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. Comme vous savez, les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés. Et donc, avec cet argent, 5 ans après, ils ont créé la Banque du Sénégal, en 1853, qui devient en 1901 la Banque de l'Afrique de l'Ouest, et qui est finalement l'ancêtre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un long cheminement. Donc, ces banques-là avaient le privilège de l'émission du franc, qui était exactement l'équivalent du franc métropolitain. Est-ce que c'était perçu comme une sorte de compensation? Une sorte de dette payée ou pas du tout? Au départ, bon, vous savez, c'était la polémique issue du Code noir. Oui. Il fallait savoir si les esclaves étaient des biens meubles ou pas. Et donc, à partir du moment où on a estimé que c'était des biens meubles, il était normal qu'on indemnise les propriétaires. Bon. Après, cette monnaie, comme toute monnaie, avait cours légal, valeur libératoire dans les colonies. Et avec une vision quand même que c'est l'Empire qui avait la haute main là-dessus. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a éprouvé le besoin de différencier, de dissocier la monnaie des colonies de la monnaie métropolitaine. Mais pour une raison purement technique, durant la guerre, il y a eu un taux d'inflation qui a triplé en métropole, alors que ce n'était pas le cas dans les colonies. Et comme le 26 décembre 1945, la France devait ratifier les accords de Bretton Woods, elle devait donner le taux de change officiel du franc par rapport au dollar. Et c'est à ce moment-là qu'on a estimé qu'il aurait été injuste de donner la même parité pour la métropole que les colonies, alors que dans les colonies, l'inflation n'avait pas augmenté durant la guerre. Du coup, un franc CFA était égal à 1,70 francs métropolitains. Et donc, c'est vous dire que le CFA, au départ, était plus fort, entre guillemets. Il était plus fort que le franc français. Bien sûr, parce qu'il fallait quand même sécuriser les biens des Français qui vivaient dans les colonies. Et donc, c'était un peu cette idée. Du coup, il n'y a pas eu de débat idéologique en 1945 quand le CFA a été créé. C'est vraiment quelque chose de technique. Et René Pleven, à l'époque, ministre des Finances, avait même dit, avec la création du CFA, on met fin au pacte colonial. Parce que pour la première fois, on reconnaît la spécificité des colonies par rapport à la métropole. Et donc, ça c'est vraiment la première histoire. La seconde qui vient converger avec cette première, c'est la zone franc, qui, elle, naît en 1939, dans le contexte de la crise de 1929 et du protectionnisme des années 30. Il fallait que les grands empires, la Grande-Bretagne, la France, aient leur marché captif. Et du coup, on va créer la zone sterling, on va créer la zone franc. Et donc, le franc CFA deviendra la monnaie de la zone franc.
Mais c'est deux dynamiques qui convergent. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Elles ne sont pas identiques, donc elles étaient différentes au départ, et Exactement. elles deviennent convergentes, c'est-à-dire l'une alimente l'autre, et surtout, l'une se met au service d'une logique prédatrice, finalement, de la part du colon ou de l'ancien colon. Enfin, Voilà, c'est exactement cela. Ouais. Et aujourd'hui... Et au moment des indépendances, oui. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant dont on vit encore les conséquences aujourd'hui. C'est que l'Afrique occidentale française, comme l'Afrique équatoriale française, se sont disloquées. On est reparti vers des États-nations. Donc, mais la monnaie est restée. Et donc, le CFA à l'origine avait quand même une certaine... on peut dire rationalité, c'était la monnaie de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, qui était une fédération, qui était des fédérations, avec une unité de décision politique, le gouverneur des colonies, et un budget, le budget de la colonie. Et donc, à partir du moment où les indépendances ont conduit à la balkanisation de ces deux régions, il eût été intéressant de réfléchir sur le type d'arrangement monétaire idoine par rapport à cette nouvelle situation, ce qui n'a pas été fait. Oui, ou suffisamment. Ou suffisamment, voilà, ou du moins on s'est contenté de récupérer l'existant et d'en faire la monnaie à adapter, enfin même pas à adapter, à plaquer sur la nouvelle communauté d'États. Tout à fait. Et est-ce qu'il s'est créé d'ailleurs une communauté d'États proprement parlée, de la même manière qu'on dirait qu'il y a eu une communauté d'États européens ou pas? Ce qui est intéressant, c'est ces trois séquences géographiques. Les pays du Mékong francophone qui étaient dans la zone franc, Vietnam, Laos, Cambodge, l'Indochine de l'époque, décident en 1954, après la conférence de Paris, de sortir. Ensuite, ils sortent de la zone franc. Ils sortent de la zone franc pour aller créer leur propre monnaie. Ensuite, il y a eu la séquence des États maghrébins. Donc, la Tunisie sort en 1958, le Maroc en 1959, et l'Algérie, après les accords d'Évian de 62, l'Algérie sort en janvier 1963. Donc, il n'y a qu'en Afrique subsaharienne que la zone franc a perduré, et où on a eu des révoltes isolées, comme Sékou Touré pour la Guinée, qui dit non au général de Gaulle en 1958, donc il donne l'indépendance à la Guinée, et qui sort de la zone franc. Et il sort de la zone franc. Voilà. Et il a payé très cher. Très cher, parce que, et les études le montrent aujourd'hui, il fallait donner l'exemple de ce que pouvaient encourir les États, entre guillemets, insoumis, sans jeu de mots, par rapport à la ligne directrice de Paris. Donc c'était la grande époque de Focard. Ah oui, et de la France-Afrique, voilà, et d'accord, de l'infiltration des systèmes politiques. Exactement. Et est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso aussi n'a pas à un moment donné regimbé un peu par rapport à cette emprise-là? Oui, il y a eu une critique très forte sûr, du franc CFA. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a connu deux périodes de critiques très fortes. Oui. Le début des années 60, avec Sékou Touré, on l'a dit, mais aussi Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, qui a décidé de créer la monnaie togolaise et qui est assassiné le 13 janvier 1963. Premier coup d'État militaire en Afrique après les indépendances. Et on pense que c'est la question monétaire qui est au cœur du coup d'État de 63. Donc après, silence radio, et on rentre dans les années 70. Et là, vous avez deux pays qui sortent. La Mauritanie, en novembre 1972, et Madagascar, en mai 1973. Et une contestation qui monte avec le Niger, le Congo, le Togo, des Yadema, ce qui oblige le président Pompidou à mettre en marche les accords de coopération monétaire qui sont révisés. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les banques centrales dont le siège était à Paris vont être délocalisées ou localisées en Afrique, à Dakar pour la BCAO
et Yaoundé pour la BEAC. Et on va procéder à l'africanisation des cadres. Et dernière séquence, c'est ce que vous dites, les années 80, fin des années 80, avec Thomas Sankara, qui va reposer la question de la monnaie. D'accord. Donc Thomas Sankara a été le dernier à contester très ouvertement et il a payé aussi finalement. Exactement. Le franc CFA. Et donc je tiens à dire d'ailleurs que Mathilde Panot, qui est la députée, venait aussi pour parler de. Elle devait parler de ça, dans une demande de création d'une enquête parlementaire sur le rôle de la France ou les implications de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec Thomas Sankara, je crois, c'est que il part de la question de la souveraineté, Thomas Sankara. Il ne part pas de la question de la monnaie. C'est pas un spécialiste. C'est pas. D'ailleurs, les interviews qu'il a faites sur le franc CFA sont relativement, montrent qu'il n'a pas une maîtrise technique très précise du phénomène, mais il voit très bien où est le problème. Et il part de la question de la souveraineté alimentaire, souveraineté du Burkina, de arrêter de tout importer, etc. Et donc, il en arrive à la conclusion que le franc CFA n'est pas compatible avec une politique de souveraineté économique et donc politique. C'est la même critique qu'on adresse à l'euro. Oui. En fait, il y a des. Mais après, je crois que avant que Gokpo puisse décrire précisément les mécanismes qui font que le CFA prive ces pays de sa souveraineté, des mécanismes très concrets sur lesquels peut-être tu pourras revenir. Il y a des analogies qu'on peut faire avec l'euro, toute proportion gardée. Moi, j'en vois plusieurs. La première, c'est que le fait qu'on sort, qu'après la fin de la colonisation, on garde une monnaie commune, mais dans une zone complètement éclatée. Alors, je ne dis pas qu'il fallait faire une zone intégrée, que ça, je ne suis pas compétent sur la question. L'intégration régionale, il y a du pour, il y a du contre. C'est souvent un vecteur de mondialisation néolibérale aussi. Donc, une chose est sûre, c'est que cette monnaie ne pouvait pas apporter les bénéfices supposés d'une intégration régionale, alors que c'était une monnaie commune, mais avec des États qui ne vivaient que des droits de douane, qui n'avaient aucun accord entre eux politique, économique, fiscal, encore moins parler d'harmonisation sociale, etc. Il n'y avait pas de marché du travail commun. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de marché intérieur. Non, il n'y a pas de marché intérieur. Là où l'euro, je crois, 70% des échanges sont intra-communautaires, les échanges des pays de la zone CFA Ouest, c'est 13%, je crois, qu'ils ont intra. Donc les échanges, en fait, ils se font avec l'extérieur de la zone. Ce qui prouve que l'un des arguments en faveur de la défense du franc CFA, qui est l'amélioration de l'intégration régionale, ne tient pas la route, n'est pas du tout recevable. Et donc l'euro, en fait, on sait très bien que l'euro, il y a eu ce mythe de créer une intégration politique, une solidarité mécanique entre les États, etc. Du simple fait qu'on crée une monnaie commune, on voit très bien comment tout cela a terminé s'il n'y a pas des mécanismes d'harmonisation fiscale, sociale, et puis tout simplement de solidarité entre États, ça ne peut pas fonctionner. En fait, le CFA, la zone CSA, c'est la même chose en pire, si on peut, je crois qu'on peut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est exactement ce que vient de dire Théophile. C'est-à-dire qu'il y a 4 principes qui sanctuarisent finalement la pérennité du CFA. C'est un taux de change fixe entre le CFA et l'euro. 2, une totale garantie de convertibilité du CFA en euros et vice-versa. Donc, quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro. En fait. 3, une totale liberté de circulation de capitaux entre la zone franc et la zone euro. Et puis 4, une centralisation des réserves de change. Ça veut dire que le système CFA est un processus d'accumulation de richesses hors de la zone franc. Puisque, donc hors d'Afrique. Hors d'Afrique. On parle bien de Exactement. Ça. Puisque, voilà, vous avez un système que nous on qualifie d'extraverti, qui permet, lorsque vous faites des affaires en zone franc, lorsque vous avez des bénéfices, pour sécuriser ces bénéfices, vous pouvez les ramener sans aucune difficulté au sein de la zone euro.
Lorsque vous appartenez à la classe dirigeante en Afrique, vous pouvez vous offrir des appartements à Paris. Et donc, c'est un système quand même d'accumulation hors de la zone franc. Pour vous donner un exemple concret, la Guinée équatoriale, qui est un des émirats pétroliers d'Afrique centrale, ben, chaque année, plus de la moitié de la richesse créée en Guinée équatoriale ressort du pays. Parce que la propriété du capital n'est pas équato-guinéenne. Donc le revenu national brut en Guinée équatoriale, c'est seulement 47% du PIB de la Guinée équatoriale. Donc ça veut dire que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités dans le pays, mais le panier de la ménagère, il sera toujours aussi vide. Qui ne bénéficie aucunement Exactement. aux personnes Et localement. en contrepartie, vous allez avoir une hausse de l'immobilier, des loyers, et donc une difficulté de plus en plus grande pour les personnes pauvres à pouvoir se loger ou à pouvoir vivre décemment. Et donc on arrive à un paradoxe qui est que ces capitales africaines, Brazzaville, Luanda, Malabo, sont parmi les plus chères du monde. Et elles appartiennent à d'autres, enfin. Et bien sûr. Et à qui alors? C'est qui on va dire, ceux qui tirent leur épingle du jeu? Voilà. Bon, il y a les grands groupes de la zone euro, pas seulement français, hein, on les connaît, voilà, qui font énormément de bénéfices et qui les rapatrient. Ce qui fait que chaque année, Bolloré a été pas mal visé. Ouais. Du point de vue de la gestion de tous les ports. Aussi. Exactement. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça est légal. Oui, c'est le fait. Il faut expliquer ce mécanisme. Voilà, c'est à partir du moment où il y a une liberté de circulation des capitaux, vous pouvez de façon tout à fait légale sortir les capitaux d'Afrique zone franc pour les placer où vous voulez. C'est légal. Ce qui aurait pu compliquer la chose, c'est d'avoir une monnaie non convertible, comme dans les pays anglophones d'Afrique, le Ghana, le Nigeria. C'est-à-dire avec un c'est-à-dire l'impossibilité de convertir en devise de manière automatique. Or, dans la zone franc, vous pouvez convertir du CFA en euros. En euros. Et donc, le fondamental tout à fait. Qui fait qu'il y a une solidarité au-delà du parallèle dans le fonctionnement qu'on peut faire entre deux visions monétaristes de l'économie, celle de l'euro, mais il y a une solidarité entre les oligarchies concernées. C'est-à-dire les oligarchies européennes et les oligarchies africaines. Et africaines, bien sûr. Dans un cas, bon, Kako l'a très bien expliqué, ils ont intérêt à avoir une monnaie qui ne bouge pas, qui est stable. Quand on achète un appartement, quand on veut acheter quelque chose en France, il faut une monnaie qui soit à peu près fiable et qui soit d'abord convertible. Et ça marche dans les deux sens. Mais la question de la convertibilité, elle renvoie à d'autres questions qui, au-delà de la seule question monétaire, renvoient à des trajectoires possibles différentes de développement. Ce que dans le jargon économique, certains ont appelé les trajectoires du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a le capitalisme, bon, nous, le mieux c'est d'en sortir, mais au sein du capitalisme, il y a des gradations. Et les pays que vous avez cités qui ont une monnaie pas convertible ne sont pas ceux qui s'en sortent le moins bien en Afrique. Je rappelle que la Chine, jusqu'à très récemment, le yuan commence à peine, depuis très récemment, à s'ouvrir. Alors, dans le jargon libéral, on dit s'ouvrir comme si c'était bien et que ne pas s'ouvrir, c'est pas bien, mais tout simplement à être convertible. À être convertible. Pourquoi c'est parce que quand vous n'êtes pas convertible, etc., vous n'êtes pas soumis aux aléas de la finance mondiale et qu'on voit très bien quel genre de conséquences peuvent avoir ces aléas dans des économies totalement ouvertes à tous les vents. C'est une protection. C'est une forme de protection. Quand on parle de protectionnisme, peut-être on parle bien aussi sûr, de ça. Bien sûr. La protection du système économique par la non-convertibilité de la monnaie. Exactement. Et donc, on a vraiment... voilà. Et un dernier lien qu'on pourrait faire quand même avec l'euro, alors qui peut paraître un peu éloigné, mais qui est le lien en tout cas sur comment gérer les conséquences de l'euro pour la France. Il y a quelque chose peut-être sur lequel tu pourras revenir, mais qui est quand même assez fascinant, c'est que toutes les... Alors, je vais peut-être dire des bêtises sur le plan technique, mais les réserves, un certain nombre de réserves des pays africains de la zone CFA, ils ont l'obligation de les déposer à la Banque de France. La Banque de France, elle les utilise, y compris pour donner du crédit, enfin comment dire, pour gager sur notre dette. C'est-à-dire que la France utilise... Explique ça.
Il va l'expliquer mieux que moi, mais Non, en tout cas, mais- c'est-à-dire qu'on a de la liquidité Ouais. qui garantit notre dette. C'était quand on veut faire des emprunts, on peut montrer qu'on a de la liquidité et tout, D'accord. mais c'est de la liquidité qu'on convertit. C'est comme vous, comme nous tous, quand on dépose de l'argent, notre argent à la banque elle s'en sert. Et Bien la sûr. France se sert de l'argent déposé par les États, enfin, les banques centrales. Africaines. Il faut que Kako revienne dessus parce que là, je suis en train d'être très Non, non, approximatif. Mais en gros, donc on gère notre propre problème de dette. Qui sont liés quand même aussi à l'euro, au néolibéralisme, etc. Mais on les gère en fonctionnant, ou en tout cas en utilisant la présence au moins temporaire dans notre banque centrale de liquidité qu'on ne va pas voler. Mais en tout cas, on l'a fait travailler, alors qu'elle pourrait très bien travailler dans les banques africaines. Tout à fait. C'est-à-dire que en contrepartie de cette fixité du change entre le CFA et l'euro, les banques centrales de la zone franc sont tenues de déposer au moins 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Et ces réserves de change font des petits, puisqu'elles sont rémunérées. Mais pour moi, c'est symbolique les montants en jeu, parce que en termes d'euros, ça fait à peu près 15 milliards d'euros. Ça fait 0,5% de la dette publique française. Parce qu'il faut bien voir que tous ces États zone franc constituent 7% du PIB français. Donc en soi, je ne pense pas que la France vole les États africains. Non. En revanche, c'est ma thèse, la thèse de la servitude volontaire. C'est que les États de la zone franc, leur banque centrale, qui déposent cet argent auprès du Trésor français, pourraient utiliser une partie pour financer les grands investissements structurants au sein de la zone franc. Ce qu'ils ne font absolument pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une préférence pour la fixité du change. Et de ce fait, il y a un rationnement du crédit au sein de la zone pour privilégier la fixité du change. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, parce que ça renvoie aux quatre critiques traditionnelles que nous faisons du système zone franc. La première critique, Théophile en a parlé tout à l'heure, vous aussi, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre les économies de la zone franc. Voilà. Or, partager la même monnaie n'a de sens que si on échange entre nous. C'est la contrepartie logique. Exactement. Or là, il n'y en a Il y pas, en donc a ça veut pas. dire qu'il n'y a pas d'activité stimulée, on va Tout à dire, fait. par ces échanges-là. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est normal parce que toutes ces économies restent dans une insertion primaire au sein du commerce international. Elles Qu'est-ce que ça produisent, veut dire, hein, elles produisent et exportent la matière première. Ok. Elles ne transforment pas. C'est ça. Et donc, le Togo ne va pas vendre sa fibre de coton au Bénin, qui lui-même en produit, qui ne va pas le vendre au Burkina, la vendre au Burkina, qui est le premier producteur africain de coton. Donc ça veut dire qu'y compris ces économies sont en concurrence elles-mêmes du point de vue de la fourniture des matières premières. C'est ça. Mais là, il faut être honnête, je ne dis pas que c'est à cause du franc CFA D'accord. que ces économies n'échangent pas entre elles, mais la présence du CFA n'a pas engendré de processus D'accord. D'échange. d'échange entre ces pays. La deuxième critique, c'est celle de la compétitivité. Ces économies sont parmi les plus faibles au monde et elles sont accrochées à l'euro, qui asphyxie même des pays comme la Grèce ou l'Espagne. Ah ben ça, on l'a vu. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on ait un système monétaire qui soit en total déphasage avec l'économie réelle. Or, la monnaie du commerce international, c'est le dollar. On exporte le coton en dollars, mais on a des intrants en euros. Ce qui fait que quand le dollar baisse par rapport à l'euro, les sociétés cotonnières ne font plus de bénéfices. D'accord. Et il y a un économiste turc de Harvard, Dani Rodrik, qui dit très bien, une monnaie forte agit comme une taxe sur vos exportations et une subvention sur vos importations. Ce qui fait que vous n'avez aucune incitation à développer la production intérieure. Et donc, du point de vue de l'économie réelle, le CFA, me semble-t-il, tue toute capacité de ces économies à produire
donc de l'offre intérieure, donc à créer de l'activité, créer des emplois. C'est pas ce qu'on appelle la question du développement, ça aussi? Ah ben oui. C'est intrinsèquement lié à ça. Tout à fait. Et il y a un troisième point qui me paraît crucial, c'est l'absence de financement des économies de la zone franc. Et là, quand on compare les ratios crédit sur PIB, donc ce qu'on appelle le degré de liquidité, on se rend compte que dans la zone franc, c'est 23%, dans la zone euro, c'est 100%, aux États-Unis, c'est 300%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans une capitale ou même dans le secteur rural d'un pays de la zone franc, vous n'avez pas accès au crédit à moins de 12, 13, 14% d'intérêt. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays africains plus dynamiques qui n'ont pas les mêmes contraintes, on est d'accord. Ça, c'est vraiment un effet spécifique bien sûr. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud connaît pas ça. C'est-à-dire que, non, l'Afrique du Sud a un ratio crédit sur PIB de 150%. D'accord. Contre 23% en zone franc. Donc ça veut dire que nos économies sont des économies de troc, où on échange des poulets contre des moutons, parce que, en fait, on n'accède pas au crédit. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors même qu'on a un taux de change fixe avec l'euro, qu'on a un taux d'inflation qui est digne de celui de la zone euro, qui frôle la déflation, 0%, voilà, on a des taux d'intérêt aussi élevés. Parce qu'en théorie, quand vous avez une monnaie forte et qu'il n'y a pas de risque de perte en capital, le prêteur ne peut pas exiger une prime de risque. Bien sûr. Puisqu'il ne risque rien. Voilà. Et c'est pour ça que dans la zone euro, on a des taux d'intérêt de 1%. Voire 0. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire, en fait, pour moi, que la fameuse stabilité du CFA qu'on nous vend, c'est une stabilité artificielle. Et donc, c'est pour ça que les vrais opérateurs exigent des primes de risque aussi élevées. Parce qu'ils savent qu'il y a une totale déconnexion entre la valeur de cette monnaie et la valeur réelle de l'économie. Et c'est pour ça que, pour moi, le système CFA, c'est une vraie entourloupe. Parce qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne que sur la base des rencontres des ministres des Finances. C'est ça. Qui viennent à Paris chaque mois d'octobre et qui continuent à Washington pour les assemblées annuelles du FMI. Qui vont avoir lieu après, là Voilà, une semaine après, c'est systématique. Ouais. Et ce que j'appelle la route de la servitude volontaire. Parce que c'est quand même bizarre que tous ces ministres des Finances, 14, quittent l'Afrique pour venir à Paris, alors que la France n'est pas dans la zone franc, elle est dans la zone euro. Et qu'ensuite, ils aillent à Washington. Donc à Paris, on bloque le levier monétaire et à Washington, on bloque le levier budgétaire. Bon. Et donc ces économies tournent avec l'aide publique au développement, qui est volatile et dont on connaît aussi les limites. Et décroissante. Voilà. Tout ça. Une sorte de dépendance. Bien sûr, bien sûr. Et Sankara, exactement. Des discours très tout à fait. De Sankara contre l'aide publique. Tout à fait. Il est normal que celui qui vous nourrit bien sûr. vous dirige. Comment bien sûr. Et le quatrième point, Théophile, on a parlé, c'est l'absence d'objectifs de croissance de nos banques centrales, de nos politiques monétaires. Leur seul objectif, c'est la stabilité des prix. Mais quand vous parlez de ça, cette espèce d'obsession presque dogmatique finalement, me fait quand même furieusement penser aux 3%. Les 3% de déficit qu'on ne devrait pas dépasser, etc., dont on sait parfaitement que c'est un taux qui a été fixé comme ça. Mais il y a un côté dogmatique qui ressemble quand même à cette façon de faire, on va dire, en économie, là, en ce moment, l'économie orthodoxe, quoi, et qui est comme ça imposée comme quelque chose qu'on ne devrait absolument jamais enfreindre, mais qui en réalité muselle complètement. Tout à fait. Et qui a un côté carcan du dispositif qui est imparable finalement au bout du compte. Enfin, tant qu'on ne le conteste pas, c'est un dogme qui a un produit sens, ses effets. Il sert quand même les gens qui ont déjà de l'argent. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il garantit la valeur de l'argent mais il est totalement en effet contre-indiqué à la situation des pays dont on parle. Peut-être tu pourrais revenir sur la situation démographique. Ce que font les partisans, qu'ils soient africains ou français, européens, du CFA à ces pays-là, en charriant en plus une vision totalement monétariste de l'économie, etc.,
nous, on utilise souvent la comparaison avec la démographie allemande, la démographie française pour dire que l'Allemagne peut davantage que nous se satisfaire d'une économie rentière. La France, mais en Afrique, on a des projections démographiques qui sont hallucinantes. Ces pays ont besoin de crédit, de produire de l'activité, j'allais dire d'investissement, parce que c'est de ça dont vous parliez, la troisième. Dans tous les domaines, quelles sont les projections En Afrique subsaharienne, la population double tous les 25 ans. Pour qu'on ait un comparatif en Europe, voilà, ça donne quoi? Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, oui, qui aujourd'hui a, disons, 80 millions d'habitants. Avec une dénatalité. Voilà, on sait que dans 25 ans, l'Allemagne aura 78 millions d'habitants. Voilà. 78 millions d'habitants, c'était la population d'un pays comme le Nigeria en 1982. Okay. Aujourd'hui, le Nigeria a 165 millions d'habitants. Et dans 25 ans, le Nigeria aura une population supérieure à 350 millions d'habitants. Il aura doublé ça. Voilà. Oui, ça pour vous donner un autre exemple, prenons la zone franc. Au moment où on crée le franc CFA, en 1945, la France avait 43 millions d'habitants. Et l'ensemble des 14 de la zone franc avait 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France a à peu près 65 millions d'habitants. Mais la zone franc, la population est de 162 millions d'habitants. Donc 2 fois et demi. 2 fois et demi. Donc ça veut dire que des arrangements institutionnels qui pouvaient avoir sens en 1945, avec les guillemets qu'on peut mettre au concept de sens, aujourd'hui posent véritablement problème. Du fait, et Théophile a raison d'insister là-dessus, du fait de la donne démographique. Et donc c'est clair que vous ne pouvez pas, avec une population qui double tous les 25 ans, avoir la même politique monétaire qu'en zone euro. L'hypothèse implicite que vous faites, c'est qu'un pays comme le Togo a la même structure productive que l'Allemagne. C'est ce que ça veut dire. Avoir un taux de change fixe entre deux monnaies. C'est ce que ça veut dire en économie. Et c'est la fameuse hypothèse de l'ordolibéralisme. Tout à fait. Qui est imposée également à la zone euro, alors même que on a des économies extrêmement variées, différentes, voire opposées dans leur logique. Et c'est pour ça que on doit regarder, comme je dis souvent, du côté de l'Afrique, parce que tout ce dont nous venons de parler se passe en silence en général. Parce qu'on dit que la monnaie n'aime pas le bruit. Ouais. Mais nous, qui sommes sur le terrain régulièrement, nous savons que si nos jeunes n'arrivent pas à accéder aux emplois, c'est parce qu'il n'y a pas de transformation de la matière première. Donc il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de remontée dans les chaînes de valeur, il n'y a pas d'activité pour ces jeunes. Ils ne vont pas mourir en silence, donc ils vont forcément essayer de partir. Et donc ça, c'est un élément qui fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est parce qu'on a des politiques publiques désastreuses en Afrique, avec la complicité active du Trésor français qui maintient ce système CFA et du Fonds monétaire international qui, depuis 40 ans, maintient nos États dans des programmes d'ajustement structurel qui sont mortifères. Avec, comme vous l'avez dit, les fameux 3%. C'est impossible d'avoir des politiques budgétaires contracycliques. Ce qui est la base même d'une politique économique. Oui. Okay. Puisque nous savons que ces critères sont procycliques. Et donc, la dépression engendre la récession qui elle-même engendre une nouvelle dépression. Et donc, là, on est quand même dans une situation où on a besoin d'un réveil collectif pour comprendre ce qui se joue actuellement dans les pays africains subsahariens. Il y a vraiment une toute petite minorité connectée à la zone euro qui s'en sort. Mais quand vous voyez les chiffres de la pauvreté en Afrique, notamment en Afrique zone franc, ce sont des chiffres qui sont quand même catastrophiques. Oui. Non, je voulais demander si on observe des mobilisations spécifiques contre le CFA ou si finalement les mobilisations
dans les pays concernés sont sur des questions très pratiques, je ne sais pas, contre telle ou telle hausse d'impôts, contre les coupures d'électricité, contre telle ou telle coupure d'électricité, etc. Ou est-ce qu'il y a un mouvement spécifique qui, contre le CFA, être contre le CFA suppose déjà de théoriser un peu la contestation, quoi. Tout à fait. Depuis 2016, là, on sent monter une vague de contestation du franc CFA. C'est-à-dire que le tour de force qu'ont réussi les gouverneurs des banques centrales de la zone franc, c'est d'avoir exclu la monnaie du champ sociétal, du champ du débat. Ouais. Et à partir de là... Du champ politique, quoi. Exactement. Et donc les gens ont l'impression que les problèmes du secteur réel sont exclusivement issus du secteur réel. Et donc la question du crédit... La question du crédit productif, mais les gens ne l'abordent pas. Vous n'avez pas un débat entre hommes politiques en Afrique, de la zone franc, qui s'intéresse au fait monétaire. D'accord. Parce que, comme cette monnaie est une monnaie qui est commune à 14 États, elle n'est pas clivante dans le jeu politique national. C'est difficile d'accuser un chef d'État en particulier d'être responsable de ce système. C'est décidé ailleurs. Voilà. Et donc, paradoxalement, c'est la société civile qui s'est saisie de ce dossier CFA avec des mouvements de contestation qu'on observe depuis 2016 et qui s'appuient eux-mêmes sur des travaux que les économistes dont je fais partie font depuis une bonne dizaine d'années pour attirer l'attention des décideurs et des masses populaires sur l'inanité de ce système. Question. Il n'y a pas aujourd'hui un programme politique qui prend appui sur faut-il supprimer? Il faut supprimer le franc CFA? Il n'y a aucun candidat à une présidence de la République ou à je sais pas quoi qui, dans son programme, dit « Moi, je me retirerai de la zone franc ». Oui, là on vient d'apprendre qu'au Sénégal, il y a un candidat qui insère ça dans son programme, au Cameroun aussi, mais ce sont des candidats, excusez-moi le terme, un peu anecdotiques. Anecdotique. Mais au niveau des grands partis de gouvernement ou d'opposition, la question n'apparaît absolument pas. Comme si ça faisait consensus, ou en tout cas, nous n'avons pas de levier d'action, donc nous continuons à en profiter. Oui, je crois qu'il y a deux raisons qui peuvent l'expliquer parmi d'autres. La première, c'est que le débat monétaire est très technique. Et donc, les gens ne veulent pas rentrer sur ce terrain. On nous l'a déjà fait. Voilà. Ouais. La deuxième raison, c'est qu'il y a toujours le fantasme de Paris qui ferait les élections en Afrique. Et donc les opposants africains, ne sachant pas exactement quel est le véritable poids de Paris dans ces élections africaines, n'osent pas poser des questions qui pourraient déplaire à Paris. Et donc, à mon avis, il y a cette convergence d'explications qui fait que finalement, lorsque vous touchez à cette monnaie, c'est comme si vous touchiez à un tabou. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de mémoire ou de thèse de doctorat d'étudiants africains en France qui ne parlent pas du CFA. Donc le CFA, c'est un totem pour les étudiants africains, mais c'est un tabou pour les décideurs africains. Et donc ce paradoxe, il faudrait aussi qu'on essaie de l'élucider. C'est-à-dire quand on est à l'extérieur, on en parle, on l'étudie, on travaille dessus, mais quand on est à l'intérieur, on ne touche pas. Voilà, c'est là. C'est transcendant, quoi. Moi, j'ai travaillé 3 ans au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, de 2000 à 2003, mais j'ai démissionné parce que je n'avais pas l'impression d'être au service de l'intérêt général. Voilà. Ah là là, donc c'est un peu comme si c'était à la fois... comment dire, on arrive, grâce à vos analyses, à comprendre que c'est le point névralgique, en fait, du blocage, on va dire, de ces économies. Et à la fois, on comprend aussi que c'est complètement hors de portée des décideurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nœud de la question de souveraineté. Enfin, c'est précisément ce qui, à la fois, empêche
la reprise, la réhabilitation de la souveraineté et qui, en même temps, est au cœur en termes de levier. C'est-à-dire, s'il y avait bien une chose à décider, en tout premier lieu pour réhabiliter la capacité souveraine, ce serait de toucher à ça. Tout à fait. Or, un point commun avec l'euro, c'est que cette conception d'une monnaie qui serait neutre, qui serait juste un moyen d'échange et qui n'agit pas sur le politique, qui n'agit pas sur l'économique, qui est quelque chose de neutre, c'est exactement la conception qui est portée au sujet de l'euro par dans l'idéologie dominante pour aller vite, et ça veut dire que du coup on est censé, enfin les libéraux ne nous proposent que des ajustements sur d'autres sujets en fait, d'autres thèmes. Flexibilisation du travail. On peut pas, la dette, on monte les impôts, de fait, en le disant ou en le disant pas, mais on monte les impôts, alors que la monnaie, c'est un levier d'action énorme. Il y a eu assez de débats sur l'euro pour qu'on se souvienne que c'est un levier, mais on a des structures de débat qui sont assez proches, finalement, quoi. Dans une situation pire en Afrique. Encore. Alors, on va passer dans la deuxième phase, parce que Maxime est là, et Maxime va venir nous poser les questions que vous avez posées. Et on va continuer plutôt le débat autour de ces questions. Salut Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci d'avoir pris le fil. Alors, est-ce que d'abord, il y a du monde derrière l'écran ? Oui, un petit peu de monde, oui. Ouais. C'est une question qui soulève pas mal de questions, surtout au niveau du rôle de la France, forcément. Dans la question du franc CFA. Ok. Donc, alors, on procède comment? Vous voulez que je donne toutes les questions et puis, on va les prendre par paquet, par grappe. Okay. Je sais pas combien il y en a en fait. Il y en a combien, plus d'une dizaine? Moi j'en ai 6. 6 ouais. Eh ben on va y aller 3 par 3. Ok, parfait. Allez. Du coup, je vais poser donc la première qui est de Noël Tinès. Donc, quels sont les effets de l'Europe sur le développement de l'Afrique? Ensuite, donc elle posait une seconde question. Les banques font-elles des profits invraisemblables aux familles? Donc je pense que c'est... je comprends pas la question. Je pense que ça doit être par rapport aux gestions des politiques en Afrique. Ah oui, d'accord. Les profits des banques par rapport à leur activité avec l'Afrique. Et ici, on imagine que ce sont les banques... européenne, américaine. Vu que c'est juste derrière la question du rôle de l'Europe dans le développement, je pense que c'est... Donc les banques non locales, quoi. Okay. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Akahulk qui demande comment faire pour sortir du franc CFA et pourquoi les gouvernements africains ne s'unissent pas pour en sortir. Donc je pense que là aussi c'est une question assez intéressante. Finalement tu poses tout. Allez, vas-y. Vas-y. Ok. Et j'en ai une de Kissa57 qui demande donc comment aider à notre niveau de simple consommateur. Ok. Sur cette question-là. Ok. Ensuite, donc j'ai celle de Brico le Patriote qui demande est-il possible dans la CEDEAO de se doter d'une monnaie régionale sans subir une déstabilisation monétaire et économique de la France? De la France. Oui, donc c'est une question un peu plus géopolitique. À mon avis aussi ici intéressante. Okay. Et ensuite, j'ai une question de Victor Soulier. Est-ce vrai que le franc CFA existe encore du fait des intérêts de la France en Afrique? Et du coup, ça suppose lesquels, en fait? Voilà. Donc, quels sont les intérêts de la France en Afrique? Et est-ce que le franc CFA existe vraiment encore? Oui, voilà, encore à cause des intérêts de la France. Ok. On y va. Alors, vous inquiétez pas, je les rappellerai. Et puis, si Maxime peut nous remettre les choses en tête. Est-ce que vous voulez les prendre dans un sens particulier ou on y va l'une après l'autre? Parce qu'il y en a peut-être qui peuvent être regroupés. Oui. Sur l'intérêt du CFA pour la France. Oui. Honnêtement, moi, je ne suis pas pour les tenants de la théorie du complot. Ok. Je pense que le CFA, pour l'État français, n'a pas une grande importance économique. Parce que... c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça représente très très peu du PIB français. Voilà, et ce d'autant plus que quand on voit les principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique, il n'y a pas de pays de la zone franc aux 5 premières places. Vous avez le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie.
Ce sont les 5 premiers. Et juste après, vous avez la Côte d'Ivoire. Or, ces pays que je viens de citer n'utilisent pas le CFA. Ils ne sont même pas francophones. Ben non. Bon. Donc, ça veut bien dire qu'on peut commercer avec la France sans utiliser le franc CFA. La preuve, les États maghrébins dont j'ai parlé tout à l'heure commercent bien avec la France. Donc, je ne pense pas que ce soit qu'il y a un intérêt économique avéré. En revanche, il y a un intérêt politique. C'est vraiment le soft power français. Le fait d'avoir ce précaré, que ces ministres dont on parle soient obligés de venir à Paris tous les mois d'octobre pour avoir, dans un schéma de docilité que j'appelle la servitude volontaire, des garde-fous idéologiques avant d'aller à Washington pour les assemblées annuelles, ça participe vraiment de cette espèce de France-Afrique à papa. À papa, oui. Ou rance dont la jeunesse africaine ne veut absolument plus. Okay. Donc je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait qu'il y a une économie d'empire, les grands groupes français, qui sont en Afrique depuis un siècle, qui continuent de bénéficier du système CFA. Mais du point de vue de l'État français, du point de vue du citoyen français, il n'y a absolument pas de complot de la France contre l'Afrique. En revanche, il y a pour nous, et je crois que c'est un des intérêts de notre émission, l'obligation d'attirer l'attention des citoyens français sur le fait que la France agit en Afrique au nom de la France. Voilà. Au nom de nous. Exactement. Et donc, il y a l'impératif du contrôle citoyen de l'action publique. Et là, sur ce point, il faut que le débat sur le CFA fasse partie des débats des campagnes. Il y a bientôt la campagne européenne sur la question des accords de partenariat économique, Union européenne ACP. Il me paraît normal, logique, qu'on puisse débattre du CFA à ce moment-là, qu'on puisse débattre de la question de la protection des produits africains, qu'on puisse débattre de la question des terres qui sont achetées par les pays émergents, notamment la Chine. Ouais. Et donc ça, c'est un élément très important. Deuxième élément important, c'est la question du financement. Ouais. Il y a effectivement, traditionnellement, ce qu'on appelle le cartel des banques françaises en Afrique zone franc. Donc les grandes banques, Allez, il faut des noms. BNP, Société Générale, Société Crédit Générale, Lyonnais, qui sont les 3 banques traditionnelles qu'on a en Afrique et qui s'arrangeaient pour que les taux d'intérêt ne baissent pas trop. Ce qui engendre d'ailleurs un système un peu bizarre, c'est qu'il y a une surliquidité bancaire dans des économies qui sont sous-financées. Bon. Mais ça veut dire que les banques ont beaucoup d'argent qu'elles ne prêtent pas. Oui, qu'elles font. Ça ne veut pas dire que ça circule. C'est bancaire. Exactement. Ouais. Il y a une surliquidité bancaire, alors même qu'il y a un sous-financement réel des économies. Mais depuis 5 ans, c'est le Maroc qui est le premier investisseur en Afrique subsaharienne, devant la France. Parce que l'essentiel des banques maintenant en Afrique subsaharienne sont des banques marocaines. Parce que beaucoup de banques européennes se sont désengagées, rachetées par les banques marocaines. Et donc, ces banques marocaines engendrent de l'activité des entreprises marocaines vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, aujourd'hui, le premier investisseur en Afrique subsaharienne, c'est le Maroc. Ce n'est plus la France. Et donc, c'est aussi intéressant de voir comment ces dynamiques économiques avec les pays émergents perturbent un jeu qui est un jeu traditionnel nord-sud et qui aujourd'hui devient un jeu un peu plus multipolaire. Ce qui peut avoir du bon aussi. Exactement. Enfin, ça peut, en tout cas, ça aurait la vertu de stimuler une activité qui jusque-là était atone. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question là? Les effets de l'Union européenne sur le développement de l'Afrique. C'est ce que vous disiez sur les APE, ACP. Donc, peut-être qu'il faudrait quand même réexpliquer cette histoire-là.
Oui, sur Voilà. les APE, peut-être je te laisse. D'accord. Les accords de partenariat économique qui, en gros, obligent les pays africains qui signent à ouvrir complètement leur marché. Bah, c'est des zones de libre-échange, on en fait. écoule Voilà. tout. Ça détruit les économies locales. Ils sont pas du tout, ils peuvent pas du tout être compétitifs vis-à-vis de nos propres entreprises qui écoulent leur. Donc c'est voilà, donc ça c'est condamne, tout un tas de taffetas, ça condamne quoi. à l'extraversion, c'est-à-dire que ça, oui, mais ça condamne donc ces pays-là à juste vendre leur matière première qui va être transformée ici et revendue là-bas à des prix avec une valeur ajoutée au passage qui est quand même relativement conséquente et voilà. Donc ça les C'est-à-dire condamne qu'en fait, à- ils vont exporter Voilà. leur matière première, Voilà. qui sera transformée là-bas, là-bas, c'est-à-dire Ici. en France, enfin au Oui, nord, oui. ou peut-être en Tout Chine, à j'en fait. sais rien. Tout à fait. Et ensuite, ça revient sous forme à fait. d'importation, à prix extraordinairement élevé, j'imagine. Tout à fait. Donc finalement, mais alors, est-ce que les gens oui. en Afrique ont vraiment les moyens d'acheter les produits issus des matières premières qu'ils exportent? C'est ça. Est-ce que c'est pour, possible? c'est pour ça qu'on parle de l'hypocrisie, de la grande hypocrisie de l'Union européenne. Parce que ces accords Union européenne, ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Ouais. datent d'il y a une quarantaine d'années, 1975, Ouais. qu'on appelait les conventions de Lomé. De Lomé. Donc les Ouais. conventions de Yaoundé, puis les Ouais, conventions de 4. Lomé. Voilà. Et le principe était simple, c'est que la différence de développement entre l'Europe et l'Afrique engendrait une différence d'obligation entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, ce que l'Europe garantissait à l'Afrique, c'est l'entrée sur son marché de produits africains sans droit de douane. Mais elle n'exigeait pas l'inverse. Elle a inversé. Et donc, c'était tout à fait normal. Ok. Après, vous avez l'entrée dans le cycle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui exigeait deux choses. La première chose, c'est le principe de réciprocité, qui oblige un État qui fait des avantages à un autre de recevoir les avantages équivalents. Et ça oblige l'Europe à demander à l'Afrique l'ouverture du marché africain, sans droit de douane. Et puis, la C'est clause, pas trop fait prier. voilà, et la clause de la nation la plus favorisée, Ouais. qui fait que si l'Union européenne consent à l'Afrique des droits, elle est obligée de consentir les mêmes droits à d'autres pays, d'autres continents qui ont le niveau de développement des pays africains, notamment certains pays du sud-est asiatique. Et donc ces deux facteurs ont obligé l'Union européenne et les ACP à passer un nouvel accord, ce qu'on appelle l'accord de Cotonou, en 2000, qui a engendré un moratoire de 7 ans pour que les pays ACP acceptent la mise en œuvre des nouveaux accords de partenariat économique, avec l'application du principe de réciprocité. Ouais, ça servait à quoi ce moratoire? Ce moratoire, c'était Adapter pour que les les- pays africains puissent se mettre en ordre du point de vue des produits qu'ils estimaient ne pas devoir faire partie de l'accord, qu'on appelle un peu les exceptions, et les produits qui pouvaient valablement rentrer dans la concurrence. Bon. Parce qu'il y a une différence entre le coton et puis les médicaments, par exemple. Bon. Donc, il se fait que les États africains, et ça ce n'est pas nouveau, ne se sont pas préparés. Donc ça, à la décharge de l'Union européenne, ils n'ont pas affaire à des interlocuteurs crédibles qui ont attendu 2008 pour se dire Juste on n'est pas avant la prêt. fin du moratoire. Exactement, Ouais. on n'est pas prêt. Et de l'autre côté, l'Union européenne qui elle-même se rend bien compte qu'en appliquant ces accords, elle va détruire l'embryon d'industrie qui est en Afrique, qui déjà a du mal à transformer ses matières premières. On voit difficilement, par exemple sur le lait, sur l'industrie du lait, comment les pays africains pourraient supporter les importations massives de lait en provenance de l'Union européenne. Bien sûr. Donc leur industrie laitière ne va absolument pas survivre. Et donc, un des enjeux de ces discussions,
c'est de dire si l'Union européenne est sincère dans son discours sur le développement, il faut qu'elle trouve les moyens de préserver un minimum de protection pour les pays africains. Encore faut-il Oui. qu'elle s'oppose aux injonctions de l'OMC. Tout à fait. Parce que là, si je comprends bien, c'est que l'Union européenne a obéi Exactement. à ces négociations, c'était les GATT, du cycle du GATT de l'époque, et de Doha, effectivement, qui ont finalement imposé une sorte de libre-échangisme mondial, donc avec des conditions de réciprocité qu'elle n'aurait peut-être pas acceptées de la même manière ou mises en place de la même manière. Enfin, j'en sais rien, hein, c'est des supputations, mais finalement, aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire, est-ce que on voit bien que l'OMC a quand même des difficultés en ce moment. La question, c'est est-ce que l'Union européenne peut profiter de ça pour réintroduire quelque chose comme un équilibre, une forme de protectionnisme à visée protectrice du marché, des marchés africains? Est-ce qu'il y a une bienveillance un peu qui existe dans ce sens-là ou pas? Oui, c'est-à-dire que ce qui rend les choses un peu complexes, c'est qu'il y a deux types de pays africains concernés par l'accord. Il y a les pays les moins avancés, les PMA, qui, eux, grâce à l'initiative européenne qui s'appelle Tout sauf les armes, peuvent continuer à exporter sans droit de douane sur le marché européen. Mais il y a aussi les pays à revenus intermédiaires, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, qui, eux, ne bénéficient pas de l'initiative Tout sauf les armes et qui, eux, vont se voir appliquer des droits de douane pour leurs produits en entrée sur le territoire européen. Mais est-ce que ça, c'est pas de nature à les protéger davantage que les PMA? C'est, disons que eux qui exportent, par exemple, la banane, vont se voir taxés à l'entrée du territoire européen. Donc ils seront dans une concurrence déloyale avec... Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande que les pays aillent en bloc négocier région par région. Donc pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la région CEDEAO, les 15 États, qui négocient avec l'Union européenne. Pareil pour l'Afrique centrale. Mais donc, moi, ce que j'en tire comme leçon, c'est que c'est un exercice grandeur nature pour nous assurer de la sincérité de l'Europe lorsqu'elle parle de sa volonté de développer ou d'aider l'Afrique à se développer. Premier point. Second point, c'est un exercice grandeur nature qui va nous permettre de voir si les dirigeants africains sont capables de penser l'avenir de leur pays et de leur population. Et de leur continent. Voilà. Parce que si on met la responsabilité exclusivement du côté européen, ça voudrait dire qu'on aurait affaire à des dirigeants africains immatures ou irresponsables, par définition. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Bien sûr. C'est un peu la réponse que vous faites ici à la question qui était faut-il s'unir pour s'en sortir, etc. C'est exactement sur le franc CFA. Oui. La facilité, c'est de dire la France est responsable du maintien du franc CFA en Afrique. C'est peut-être vrai, mais l'Africain que je suis ne peut pas l'accepter. Parce que nous avons voulu les indépendances, il faut assumer les indépendances. Et ça, c'est important. Tant qu'il n'y a pas un discours qui va responsabiliser la jeunesse africaine, elle va toujours chercher des boucs émissaires pour ne pas régler les problèmes qu'elle doit régler. Chaque nation doit régler, en tout cas doit faire l'effort de régler ses problèmes. C'est hyper important si on veut assumer cette souveraineté issue des indépendances. Alors pour rebondir sur une des questions qui est posée, qui est comment aider, est-ce qu'il y a moyen, on va dire, pour au niveau justement populaire et de l'opinion publique, et comment est-ce que on fait de l'éducation populaire sur ces questions, par exemple, politique, est-ce qu'il y a moyen de créer une sorte de courant de réflexion qui permette aussi de filer un coup de main à ces populations frères et sœurs d'Afrique là, sans que ce soit un rapport condescendant ou humanitaire comme on en a trop souvent l'habitude, mais justement pour dire voilà, nous sommes des peuples
coopérants Tout à fait. et responsables, Tout à fait. les uns comme les autres. Tout à fait. Comment on le dit, comment on le fait, par où on passe? Oui, moi je pense qu'il y a 4 façons de procéder, parmi d'autres. La première façon, c'est le principe de co-construction des programmes, des projets, des politiques, mais co-construction qui ne soit pas asymétrique. Parce que même la colonisation a été une co-construction. Donc ce qu'on voudrait, c'est une co-construction qui ne soit pas asymétrique. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut sortir de la vision d'une coopération exclusivement portée vers l'État-nation. Il faut aller vers les collectivités territoriales. Il faut aller vers la société civile. Il faut aller vers le secteur privé. Il faut une coopération décentralisée. Donc l'État, il est important, mais il ne doit pas être le seul récipiendaire des appuis qu'on peut donner. Le troisième axe, c'est vraiment... Pardon. Sur ce point-là, est-ce que c'est aussi une manière de tenir compte du fait que les États sont, à leur tête, j'allais dire, corrompus ou enfin en difficulté de structuration, etc. Ou ont parfois des connivences avec les oligarchies de chez nous. Qui fait que rien ne se passera à ce niveau-là. Est-ce que c'est une manière de contourner aussi Oui, c'est une manière de contourner, mais c'est aussi une manière de reconnaître que l'État en Afrique est très présent, mais paradoxalement, il est également absent. C'est-à-dire qu'il recoupe des territoires qui sont souvent très vastes et sur lesquels il n'a pas de facto une véritable autorité. C'est important de le reconnaître. Le troisième axe, c'est vraiment le contrôle citoyen de l'action publique. C'est hyper important qu'on puisse développer dans les pays africains des modalités de contrôle de l'utilisation des ressources. Parce que l'aide est souvent détournée. L'aide ne va pas toujours là où elle devrait aller et il faut absolument qu'on travaille sur ce contrôle citoyen de l'action publique. Sous quelle forme? C'est le renforcement des sociétés civiles. C'est le travail que fait, par exemple, l'OSIWA en Afrique de l'Ouest, l'Open Society Initiative for West Africa. Je pense qu'il est pas mal sur certains aspects. On peut critiquer l'aspect quelquefois trop politique, mais l'idée de structurer ou d'appuyer la société civile à se structurer, c'est quelque chose d'important. Le fait de publier tout ce qui est payé, les initiatives en matière de transparence des industries extractives, donc le processus de Kimberley, par exemple. Donc, il y a quand même des choses qui devraient monter à l'échelle. Et puis, enfin, quatrième point, c'est vraiment ce que j'appelle sortir de la superposition des discours. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand les dirigeants africains parlent, leur discours macroéconomique, c'est celui du FMI. Donc c'est ultra-libéral. Mais après, les mêmes dirigeants, quand ils passent au niveau sectoriel, ça devient un discours asiatique. Nous allons transformer nos matières premières, nous allons nous développer, nous allons créer des emplois sur place. Sauf que l'Asie, c'est du néo-mercantilisme. Ils se sont protégés à l'import et ils ont été agressifs à l'export. Et il n'y a pas de compatibilité d'un point de vue théorique entre ce néolibéralisme macro et ce néo-mercantilisme sectoriel. Et enfin, le discours de nos dirigeants sur le plan microéconomique, c'est un discours de type onusien. C'est les ODD. C'est le travail décent. Donc on se demande si... Alors c'est quoi ça, les ODD? Les objectifs du développement durable. Voilà. Qui sont eux-mêmes hérités des objectifs du millénaire pour le développement. Donc où on veut que tout le monde soit en parfaite santé, tout le monde soit scolarisé, que le travail soit décent. Ce qui est une addition de bons sentiments, mais qui ne coïncide pas forcément avec le processus d'industrialisation, avec ce qu'il peut avoir de très violent du point de vue du processus de production. Il y a une logique à cela, c'est que tu sais très bien qu'un certain nombre d'aides, de crédits, de soutien politique, etc., ne sont pas liés tant à la réalisation des objectifs qu'au fait qu'on les affiche. Il y a un discours de la bonne gouvernance qui circule d'un bout à l'autre de la planète, qui soit dit en passant, je sors un peu du champ de notre thème du jour, mais
qui, soit dit en passant, fait qu'à la fin, dans certains cas, limite, on voit plus trop la nuance entre les dictatures et les démocraties. Tout le monde parle le même langage. C'est vrai, hein. Vous allez, il y a des très bonnes études là-dessus qui montrent qu'il y a une hybridation des systèmes. Les dictatures sont obligées, les régimes les plus autoritaires sont obligés d'avoir un discours sur la bonne gouvernance, les droits humains, les ODD, pour accéder à un certain nombre de... Mais c'est ce qu'on appelle la conditionnalité, non? Voilà, la c'est-à-dire que pour conditionnalité avoir des fonds, et la respectabilité, il faut respecter les droits. Et en retour, les démocraties, comme elles ont tendance à s'affaiblir un peu, on va dire. Nous, on a quand même revendiqué le terme d'austérité, c'est pas uniquement pour des questions économiques. Donc du coup, à la fin, il y a une forme de rapprochement qui s'opère, et c'est pour ça que les dirigeants africains manipulent en permanence ce discours. C'est pas parce qu'ils, je sais que tu le sais, mais c'est pas parce qu'ils sont déconnectés, c'est parce que c'est des bons points, ils cochent les cases pour les réunions internationales. Mais juste peut-être pour sans passer du coq à l'âne, pour qu'on puisse juste en parler 2 minutes, ça me paraît important. Il y a eu, la question, c'était quel est l'effet du sous-développement du CFA et du sous-développement de l'Europe sur le sous-développement en Afrique. Oui, c'était la première question. On pourrait dire Europe, c'est le FMI, toutes ces politiques, on va dire, ces politiques néolibérales, pour aller vite. S'il y a l'effet, c'est la pauvreté, c'est tout ça, mais ça va jusqu'à des questions sécuritaires majeures. Et là, je voudrais en plus, tu parlais des grands États, des grands territoires que les États n'arrivent pas à gérer. Gérer un territoire comme le Mali, ça suppose que l'État ait des ressources, qu'il puisse payer des fonctionnaires dignes, avec des payes dignes de ce nom, qu'il puisse payer des soldats. Ah oui, tu veux dire qu'il y a des implications sécuritaires du fait on va dire, du sous-développement économique. Le sous-développement économique, ça se termine par la guerre. Ça se termine par la guerre pour plein de raisons. Et ce qui se passe au Mali actuellement, où la France est en guerre depuis 5 ans pour lutter contre le djihadisme, il y a 2 lectures. Il y a une lecture dominante qui parfois poussée à la caricature, c'est en gros tout s'explique par le Coran. Bon, c'est le texte qui explique tout. Il y a des fanatiques, ils arrivent là, on ne sait pas comment. À la limite, c'est le syndrome Philippe Val, quoi. Dans son article, où en gros, il suffirait de changer les versets du Coran, il n'y a plus de problème. Bon, il y a aussi une lecture. Alors évidemment, il y a une partie d'explication religieuse. Mais l'explication religieuse, par exemple, au Mali, elle est simple. C'est que quand l'État malien, dans les années 80, a subi des plans d'ajustement structurel, donc le plan d'ajustement structurel, peut-être tu reviendras dessus, c'est en gros, on coupe les vivres pour aller vite. On coupe les dépenses publiques. C'est l'austérité. C'est l'austérité, mais ça s'appelait imposé, plan d'ajustement. voilà. Bon, il y a des écoles qui ont fermé, les pétromonarchies ont trouvé tout ça très intéressant de financer des écoles coraniques. Mais avec une vision du Coran qui n'est pas celle qu'on a en Afrique de l'Ouest habituellement. C'est pas le soufisme. L'armée malienne n'a jamais pu se développer. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Au Mali, la souveraineté alimentaire a disparu dans les années 80-90 suite à ces plans d'ajustement structurel. Donc on a des paysans qui se retrouvent obligés de frayer avec les narcotrafiquants, etc. Pour survivre. Les djihadistes, ils donnent du travail aux paysans. C'est comme ça que ça se passe. Un paysan, il n'est pas converti comme ça, il donne du travail. Il y a une économie de guerre qui se met en route. Donc tout ça, c'est bon. Je fais un tableau extrêmement impressionniste. Il y a des articles, des bonnes études qui montrent très bien tout ça de manière extrêmement claire et concrète. Mais donc, un certain nombre de phénomènes radicaux de la guerre, ce qu'on appelle le djihadisme, etc., prennent leurs racines autant, si ce n'est beaucoup plus, dans des situations sociales et politiques désastreuses que dans la religion. Ce qui ne veut pas dire que la religion ne peut pas être utilisée comme un porte-étendard, mais voilà. Et ça, c'est important de le souligner parce que on voit bien que le débat, dans la manière dont on parle du terrorisme en France, n'est pas du tout là-dessus. On en est même au stade où commencer à donner des explications sociales, économiques et politiques de l'origine du terrorisme, ce serait déjà excusé. Non, c'est pas ça le sujet. Et en Afrique, au Mali, le cas est vraiment un cas d'école. Voilà. Donc que je mette bien les choses ensemble, ça voudrait dire que avec des économies sous perfusion qui ne parviennent pas à cause de ces dispositifs, notamment comme le franc, enfin la zone franc et ce que vous avez expliqué, on se retrouve en fait avec dans une espèce
d'apathie ou économique qui produit nécessairement de la misère au regard aussi du développement démographique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a une inadaptation des structures économiques, étatiques, tout ce qu'on veut, qui produisent au bout du bout des États complètement évanescents où justement donc la question des territoires est pas du tout organisée, contrôlée même, etc. Si bien que voilà, c'est une porte ouverte à toutes les déstabilisations possibles, etc. Ça. Oui, moi j'ai. Donc il y a une responsabilité finalement de ces dispositifs-là. Oui, ou pas. J'ai fait un article il y a 15 jours dans Jeune Afrique sur pourquoi le FMI se trompe de diagnostic sur l'endettement africain. D'accord. Et ce que j'essayais de montrer, c'est que structurellement, le taux de pression fiscale est faible dans des économies avec un secteur informel très élevé. Oui. Bon. Donc la part de la fiscalité sur la richesse produite dépasse rarement 20%. Or, vous avez en face une demande sociale qui est énorme. C'est ça. Une demande d'éducation, une demande de santé, une demande de formation, une demande d'emploi. La fiscalité ne sert pas Exactement. Public, en plus, comme vous avez un rendement fiscal qui est faible, donc une faible performance des administrations financières, fiscales, pour la perception. Exactement. Vous avez quand même beaucoup de détournements et tout. Donc, vous vous retrouvez avec des États qui n'ont pas suffisamment de ressources pour assumer leurs fonctions régaliennes. Voilà. Et donc, c'est-à-dire le minimum de bien sûr, notamment la sécurité, voilà, exactement. Et ça, c'est structurel. Le FMI n'a que des instruments conjoncturels. Avec cette lubie d'essayer d'avoir coûte que coûte des équilibres budgétaires, une forme d'obsession anti-déficit qui n'a aucun sens. Qui est comptable. Exactement. Voilà. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a des groupes terroristes comme Boko Haram qui utilisent des logiques précoloniales, des logiques territoriales précoloniales, qui renvoient à des formes de vivre ensemble d'avant la période coloniale. Et c'est pour ça que ces groupes peuvent s'étendre au Cameroun, au Tchad, au nord du Nigeria. Qui suivent les lignes ethniques? Exactement, qui suivent des lignes, pas toujours ethniques, mais en tout cas des lignes précoloniales, même des lignes commerciales. Même commerciales, d'accord. Précoloniales. Et donc, comme vous n'avez pas d'État avec des armées dignes de ce nom, qui en plus n'arrivent pas à se mettre ensemble pour faire face à ces menaces asymétriques, on se retrouve, 60 ans après les indépendances, à demander l'aide de la France via les dispositifs Serval, Sangaris, Barkhane, pour assumer des fonctions qui sont des fonctions de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, les États africains sont dans une situation où ils sous-traitent tous les éléments de la souveraineté. La police, la monnaie, la défense et la sécurité en général. S'ajoute à cela le fait que le concept d'espace protégé chez nous, ce sont les espaces où vous avez de la production de matières premières. Pendant toute la guerre au Congo, au début des années 2000, il n'y a pas eu un seul jour d'arrêt d'exploitation du pétrole à Pointe-Noire. Les affaires continuent. Pendant que les gens s'entretuaient. Pendant la crise ivoirienne, vous avez eu exactement la même chose. Pas un jour d'interruption de l'évacuation du cacao par le port de San Pedro. Pendant que les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo se faisaient la guerre. Donc ça veut dire que nous avons dans l'espace africain des secteurs exposés qui devraient être les secteurs protégés pour tout État digne de ce nom, qui a à cœur l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui vient se surajouter à ce dont nous avons parlé tout à l'heure, qui fait que nous avons vraiment affaire à des questions de fond. Et il n'y a pas de raison que ce soit seulement en Afrique que les solutions puissent être identifiées ou trouvées, puisque la stabilité du monde dépend de la stabilité de l'Afrique. Et donc ça, c'est vraiment un point qui doit être
porter à l'ordre du jour des débats politiques en France. Et il y a une question aussi Oui. tu parlais de la stabilité du monde, et on sait aussi, et j'ai oublié de le dire, que les questions sécuritaires que j'évoquais sont aussi liées en partie, c'est multifactoriel, mais c'est aussi lié en partie à la sécheresse, à la réchauffement désertification, alors voilà, en tout cas au dérèglement climatique. On sait qu'il y a donc, et là, on sait très bien que dans les décennies à venir, en plus avec l'explosion démographique, il faudra absolument des investissements colossaux pour répondre à ces défis. On n'imagine pas. Enfin voilà. Enfin, et ça, quid qu'est-ce qui est prévu? C'est pour aller vraiment dans votre sens, Théophile. À mon avis, on a 4 défis à l'heure actuelle. Il y a le défi démographique, parce que la transition démographique se fait très lentement, peut-être trop lentement. Il y a le défi évoqué tout à l'heure, le défi écologique, parce que moi je l'ai observé au Togo, où le sud Togo qui est côtier perd 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'entrée de l'eau sur les territoires. Or, cette région maritime ne fait que 10% de la superficie togolaise, mais à 40% de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a un défi en termes d'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret, le changement climatique. On l'observe. Troisième défi, c'est le défi des inégalités. L'Afrique subsaharienne est la région du monde la plus inégalitaire. Et ça, ce sont les études de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui montrent qu'on a un degré d'inégalité interpays aussi élevé qu'en Asie et un degré d'inégalité intrapays aussi élevé qu'en Amérique latine, où vous avez traditionnellement les latifundia qui coexistent avec les paysans sans terre. Sauf que là, on cumule les deux. Exactement. C'est-à-dire que les taux d'inégalité les plus élevés au monde sont combinés avec les taux exactement. Okay. Et quatrième défi, c'est la question sécuritaire, le défi sécuritaire dont on vient de parler. Et donc, c'est, à mon avis, les éléments qu'on a définis tout à l'heure, cet effort de co-construction des réponses qui peut nous aider, mais dans un double sens, c'est-à-dire que les populations africaines doivent bénéficier de toute la pédagogie nécessaire pour qu'elles soient au courant des grands thèmes qui sont sur l'agenda international du développement. Mais en même temps, nous devons être les porte-parole des populations africaines pour faire remonter au niveau supranational, au niveau des enceintes internationales, les préoccupations à la base des populations. C'est quelque chose qui me paraît crucial. Et c'est pour ça que les partis politiques doivent travailler avec leurs homologues qui sont en Afrique. Les sociétés civiles doivent travailler ensemble. Les syndicats doivent travailler ensemble. Pour ça que moi, j'étais à la CGT vendredi dernier pour une conférence sur le CFA, pour que les syndicalistes français se rendent compte que si demain, ils font face à une poussée massive des salaires à la baisse, parce qu'il y aurait énormément de migrants qui devront accéder au marché du travail, c'est parce que les politiques publiques en Afrique sont mal orientées et qu'il y a un travail de solidarité collective à mettre en place en termes de renforcement de capacité des mouvements syndicaux en Afrique, en termes de capacité même à mettre dans le débat politique dans les pays du Nord ces questions qui ne sont pas toujours traitées dans les médias du Nord. Mais bien sûr, mais c'est non seulement pas traité, mais littéralement censuré, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on raconte, nous, au fond, dans l'avenir en commun, à propos de solidarité internationale, de coopération internationale, etc., c'est rien d'autre que ça. Hein. Et qu'on y voit, pour le coup, un vrai effort de s'attaquer, ce qu'on disait, mais qui fait beaucoup polémique aujourd'hui, mais aux causes. Alors les causes
c'est pas uniquement des migrations, mais les causes des difficultés locales que rencontrent notamment, non seulement, on va dire, nos populations chez nous, mais aussi ailleurs. Et que finalement, on voit bien qu'il y a des correspondances. Tout à fait. Et que si on veut pouvoir... c'est-à-dire qu'en fait, notre mieux-être dépend aussi du mieux-être des populations voisines. Et voilà, et que on n'a pas à tortiller finalement, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution possible. À créer une solidarité des peuples face aux solidarités des oligarchies. Bah ouais, c'est-à-dire... Exactement. Et africaines. Oui. Bon, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, on y travaille. Ouais. On essaye. Je voudrais juste peut-être dire, je sais pas si c'est pour finir. On va finir bientôt, donc ce sera ton dernier mot. Il y a un bouillonnement en Afrique, il y a un vrai bouillonnement. On n'est pas dans un continent amorphe. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais il faut aller voir les. Ouais. L'Afrique nous regarde, on ne la voit pas. Ouais. Moi, je suis fasciné quand je discute avec des jeunes Africains, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, c'est qu'ils connaissent mieux la politique française que beaucoup de mes concitoyens. C'est voilà, il y a un vrai foisonnement. Il y a une richesse intellectuelle, idéologique énorme. Il faut que tout ça puisse s'organiser tant que faire se peut. Et c'est pas facile dans de telles conditions. Voilà. En plus, à chaque fois qu'il y en a un qui sort un peu la tête. Déjà, on serait bien inspiré de les accueillir, ou au moins pour les écouter, quoi. Les inviter, discuter, etc. Est-ce que je vous donne le dernier mot. Oui. Il faut de temps en temps, de manière symbolique, marquer qu'il y a quand même des avancées, des luttes collectives. Et c'est pour ça que pour nous, le franc CFA, son abolition, sa réforme, seront des éléments tangibles pour montrer que nous avançons quand même. Jacques Rueff dit la monnaie est l'élément qui donne à la fois la question du développement économique, donne à voir, mais aussi le sort de la liberté politique. Et donc, l'entrée que nous avons effectuée par la monnaie, c'est vraiment pour tenir ces deux bouts, le développement, mais aussi la liberté politique. Et donc, je crois que ce combat que nous menons pour que le franc CFA ne soit plus un outil de la servitude monétaire, participe d'une volonté plus générale de transformation des rapports nord-sud. Exactement. Moi, je vais retenir ce que vous venez de dire, aussi pour le combat qu'on mène en Europe, parce que pour le coup, s'il y a bien aussi une entrée possible dans la question européenne, c'est la question monétaire, et qui est la clé aussi de la réhabilitation de la souveraineté des peuples en Europe, quoi. Bon, voilà, vous avez compris, hein, c'était le dernier mot. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On s'arrête là, mais on va se retrouver bientôt pour d'autres émissions de décryptage sur des sujets absolument passionnants. À bientôt.